Il m'a giflé et est parti. 5 ans. Pas un mot, pas un appel. Mais aux funérailles de mon mari, il est apparu. Chaussures cirées, costume noir, tenant des papiers exigeant la moitié du ranch. Je suis resté figé. Non pas sous le choc, mais sous le coup de la douleur. À cet instant, j'ai compris qu'être mère était la seule chose à laquelle je me suis jamais accroché. Et cela m'a fait oublier qui j'étais. Mais d'une certaine manière, cette trahison m'a mené sur un chemin que je n'avais jamais vu venir. Je m'appelle Laureen Brightmore. J'ai 70 ans maintenant et j'ai vécu la majeure partie de ma vie sur cette terre. 480 hectares de noyers, de collines ondulantes et d'un brouillard qui recouvre doucement les champs au matin comme un souvenir. Les gens passent en voiture et disent que c'est paisible. Mais la paix, j'ai appris, n'est pas toujours tranquille. Mon mari Kenneth et moi avons construit cet endroit à partir de rien. Nous n'étions que 2 enfants avec un vieux camion et une poignée de graines. Pendant que d'autres couples partaient en vacances, nous posions des conduites d'irrigation. Pendant qu'ils regardaient des films, nous observions la météo, priant que le gel ne tue pas nos jeunes arbres. En 4 décennies, cet endroit est devenu plus qu'un gagne-pain. C'était la preuve que 2 personnes courageuses et patientes pouvaient façonner la terre et laisser quelque chose derrière elle. Nous avons eu un fils, Jasper. Il a grandi avec de la terre sous les ongles et de la sève sur son jean. Il courait pieds nus dans les vergers, hurlant comme si le monde lui appartenait. Je pensais qu'il aimait cette terre. Je croyais qu'il la perpétuerait quand nous ne le pourrions plus. Mais les rêves changent. Ou peut-être que je n'ai tout simplement pas compris ce qui se passait. Au lycée, Jasper a arrêté de venir au corvée. Il a commencé à appeler la ferme « ton truc », comme si on le lui avait imposé. Il est entré à l'université grâce à une bourse partielle et est parti en ville comme si la terre était quelque chose à fuir, pas à vivre avec. Kenneth a dit de le laisser partir. Il finira par se reprendre. Il a juste besoin de se trouver. Pendant un temps, j'y ai cru. Je m'accrochais à l'idée qu'un jour il m'appellerait pour me dire que l'odeur des coquilles de noix cassées ou le craquement du porche au vent lui manquait. Mais les années passèrent et nous n'eûmes que des anniversaires silencieux et des vacances glaciales. Pourtant, je n'ai jamais perdu espoir. J'avais une chambre prête. J'avais fait le plein de son café préféré dans le garde-manger. J'ai relu son dernier message plus de fois que je ne veux l'admettre. Il ne l'avait même pas signé avec amour. Juste Jasper. Kenneth s'en est occupé différemment. Il s'est tu, a passé plus de temps dans l'atelier. Certains soirs, je l'entendais parler doucement. Pas à moi, ni à personne en fait, juste le silence. C'est peut-être ce que fait le vieillissement. Il alourdit les non-dits. Puis vint la nuit qui nous a brisés, mais j'y reviendrai. Tout ce que vous devez savoir, c'est ceci. Je croyais de tout mon cœur que mon fils retrouverait son chemin. Ce sang comptait toujours. Quelque part sous toute cette distance, le garçon qui cueillait des pâquerettes, pour moi, était toujours là. J'avais tort. Et quand j'ai réalisé à quel point j'avais eu tort, il était déjà trop tard. Si vous vous êtes déjà accroché trop longtemps à quelqu'un qui vous avait déjà lâché, vous comprendrez peut-être ce que je veux dire. Sinon, continuez à m'écouter. Vous comprendrez. C'est arrivé un mardi soir de fin octobre, le genre de nuit où le vent se lève juste assez pour faire claquer les portes de la grange et faire râper les feuilles de noyer sur le toit comme des murmures. Kenneth et moi étions dans la cuisine en train de terminer le dîner. Rien de spécial, juste du ragoût et du pain de maïs. Je me souviens de son regard par-dessus la table, les mains serrées contre une tasse ébréchée, les rides autour de ses yeux plus profondes que d'habitude. Il avait mal dormi. Puis nous avons entendu le camion. Un vieux moteur trop rapide sur l'allée de gravier. Je connaissais ce bruit. Même après 5 ans, je le savais. Jasper a claqué la porte avant même que les phares ne s'éteignent. J'ai ouvert la porte d'entrée et il était là. Plus grand, peut-être plus mince, portant une veste en cuir qui l'aurait fait rire autrefois. Ses yeux ne me regardaient pas. Ils ont regardé Kenneth sans me regarder. Je me suis écartée et il est entré comme s'il vivait encore là. Il n'a pas enlevé ses bottes. Il n'a pas demandé comment nous allions. Il a jeté un dossier en papier craft sur la table. Il a dit qu'il avait besoin de parler affaires. Il a dit qu'il avait une offre. Kenneth a pris le dossier et l'a ouvert. Il y avait des papiers, des estimations, une proposition de vente. Jasper avait trouvé un investisseur à New York, quelqu'un intéressé par l'achat d'une partie de la propriété pour un centre de retraite. Le prix était correct. Jasper voulait partager les bénéfices. Kenneth m'a regardé, puis Jasper. Il n'a pas dit un mot. Jasper s'est mis à faire les 100 pas. Il a dit que les choses ne lui réussissaient pas.
Il a dit que la vie en ville était plus dure qu'il ne le pensait. Il avait des dettes étudiantes, des factures de cartes de crédit. Il avait besoin de ça. Et puis, on n'avait plus besoin de tout ce terrain. C'était trop pour 2 personnes âgées. Je lui ai dit qu'on ne vendrait pas. Que ce terrain n'était pas juste un terrain. C'était tout. J'ai dit qu'on aiderait si on pouvait. Mais ce n'était pas comme ça. C'est là que c'est arrivé. Il a haussé le ton, m'a accusé de toujours être du côté de papa, a dit qu'on était égoïste, qu'on lui devait quelque chose. Ses mains tremblaient. Son visage était rouge. Puis, sans prévenir, il m'a giflé. Le bruit n'était pas fort, pas comme dans les films. C'était brutal et soudain. Ma joue brûlait. Mes oreilles bourdonnaient. Kenneth s'est levé si vite que sa chaise a basculé. Il s'est interposé entre nous, sans crier, juste là. Il a regardé Jasper droit dans les yeux et a dit, calmement et fermement, qu'il devait partir. Jasper n'a pas protesté. Il s'est simplement retourné, est sorti, est monté dans son camion et a filé dans l'obscurité. Kenneth est resté silencieux pendant un long moment, se contentant de prendre la tasse dans laquelle il avait bu plus tôt et de la fixer comme s'il restait quelque chose au fond qu'il avait besoin de comprendre. Je me suis assise lentement, pressant un chiffon froid contre ma joue, même si la douleur avait déjà commencé à s'estomper. Ce qui persistait était plus lourd que la douleur. Le lendemain matin, Kenneth a emballé les affaires de Jasper. Il ne m'a pas demandé de l'aide. Il ne m'a pas expliqué. À la tombée de la nuit, la chambre d'amis était vide. Ses photos d'enfance avaient été retirées, les étagères vides. Et comme ça, notre fils est devenu un souvenir que nous ne savions plus comment retenir. Le matin des funérailles de Kenneth était plus froid que prévu. La fin du printemps dans le Vermont était encore mordante si les nuages s'installaient. Je portais le manteau bleu marine foncé que Kenneth aimait toujours, celui avec les boutons qu'il avait recousus lui-même après que je l'ai récupéré en travaillant dans la serre. Il sentait encore légèrement le cèdre et le café. La cérémonie était simple. C'est comme il la voulait. Nous l'avons célébré dans le verger juste derrière le vieux hangar qu'il avait construit avec son père. Un petit groupe de voisins est venu. Quelques anciens employés. Un vétérinaire à la retraite qui nous achetait du bois chaque automne. Pas de fleurs, juste un cercueil en pain fermé. Kenneth n'aurait pas voulu qu'on le regarde allongé sans bouger. Je me tenais près de la tête de la tombe, tenant la lettre pliée qu'il m'avait laissée. Mes mains étaient fermes. Ma voix était imperturbable pendant la lecture. J'avais répété ce moment tant de fois dans ma tête pendant les semaines qui l'avaient précédé. L'homme avec qui j'avais passé la majeure partie de ma vie était parti, mais je ne m'étais pas autorisée à pleurer. Pas encore. Nous avions presque terminé quand j'ai entendu les pneus crisser sur le gravier. Une élégante voiture noire s'est arrêtée sur le chemin près de la grange. Trop impeccable, trop neuve, pas du tout locale. La portière s'est ouverte et Jasper en est sorti. 5 ans plus âgé, rasé de près, manteau de laine noire, le genre de tenue qu'on porte pour se faire remarquer. Il ne s'est pas approché de moi, n'a pas établi de contact visuel, s'est simplement déplacé dans le groupe comme s'il était à sa place. Une femme le suivait, plus jeune, blonde, talons hauts dans la boue, puis un troisième homme portant une mallette. Le pasteur s'est arrêté. Les gens ont regardé autour de lui. Personne n'a rien dit. Jasper a attendu que le dernier mot soit prononcé, que la dernière prière soit prononcée. Puis il s'est avancé droit vers le cercueil. Il n'a pas posé la main dessus. Il n'a pas parlé à son père. Au lieu de cela, il s'est tourné vers moi et a hoché la tête une fois, comme si nous étions 2 personnes en réunion, pas une mère et son fils. L'homme à la mallette s'est approché de lui et m'a tendu un document. C'était une mise en demeure. Jasper avait déposé une réclamation contre la succession. Il réclamait 50% de la propriété, la moitié arrière du verger et l'accès à tout le matériel d'exploitation. Selon lui, il était l'héritier légitime. En l'absence de testament public, il avait un droit légal. Je n'ai pas réagi. Je ne pouvais pas. Pas sur le moment. La femme qui l'accompagnait, sourit-elle. Juste assez pour que je le remarque, pas large, juste serré aux angles, comme si elle s'attendait à ce que cela se passe différemment. Et maintenant, les choses se passaient exactement comme elle le souhaitait. Jasper parla doucement, me dit que ce n'était que des affaires, que nous pouvions régler ça rapidement, que nous n'avions pas besoin d'envenimer les choses. Puis il se retourna et s'éloigna comme ça, laissant les papiers entre mes mains. Il me laissa debout près de la tombe de mon mari, tenant une menace juridique de la part du fils que j'avais autrefois emmailloté dans une couverture de flanelle dans ce même verger. Il ne dit pas « je suis désolé ».
Il ne me dit pas au revoir. Ceux qui étaient restés pour me soutenir évitaient maintenant mon regard. Ils s'éloignèrent un à un, leurs bottes douces dans l'herbe. Je m'assis sur le banc que Kenneth avait construit lors du défrichage de ce bout de terrain, serré le journal contre mes genoux, regardant le dernier souffle de vent s'engouffrer dans le bas de mon manteau. Ce qui me brisa, ce ne fut pas le procès. Ce ne fut même pas sa présence après toutes ces années. C'était son naturel. La froideur, le détachement, comme si ce garçon pieds nus dans la noyerière n'avait jamais existé. Comme si je n'avais imaginé être sa mère. Le lendemain matin des funérailles, je me retrouvai au milieu du verger avant même le lever du soleil. L'air sentait la terre humide et la fumée de bois. Kenneth disait que c'était le meilleur moment de la journée, quand les arbres murmuraient au lieu de crier. Je restai là un long moment, attendant que le silence me dise quoi faire. Les documents juridiques que Jasper m'avait remis restaient intacts sur la table de la cuisine. Je ne les avais même pas rouverts, mais je comprenais leur signification. Ils réclamaient la moitié. La moitié du terrain, la moitié du matériel, la moitié de tout ce que Kenneth et moi avions construit de nos mains pendant 43 ans. Ce soir-là, je suis allé voir notre avocat, Bruce Langford. Il était maintenant à la retraite, vivait seul dans une maison à la peinture écaillée et un jardin rempli de carillons éoliens. Il m'a préparé du café sans me le demander et m'a laissé assise en silence un moment avant que je ne dise quoi que ce soit. Je lui ai tendu l'enveloppe que Jasper m'avait laissée. Bruce a lu attentivement chaque page, les lèvres serrées. Puis il a levé les yeux vers moi et m'a demandé quand Kenneth avait mis à jour son testament pour la dernière fois. Je lui ai dit la vérité. Kenneth en avait rédigé un nouveau 2 ans plus tôt, après sa première opération. Il était rangé au fond de notre boîte ignifuge, avec des lettres, des papiers d'assurance et quelques vieilles photos. Bruce a expiré lentement. Il a dit que c'était bien. Il a dit que tant que c'était signé, notarié et clairement formulé, Jasper n'avait aucune chance. Mais il m'a prévenu que même avec un testament valide, Jasper pouvait toujours tenter de le contester. Surtout s'il prétendait que nous avions manipulé Kenneth ou dissimulé des documents. Je suis rentré chez moi juste après la tombée de la nuit, les phares perçant le brouillard. Je n'ai pas allumé la radio. J'avais besoin de silence. Le genre de silence qui laisse l'esprit vagabonder. De retour, je suis allé directement au bureau. J'ai sorti la boîte ignifuge. Je l'ai ouverte et j'ai sorti le testament. Mes mains étaient fermes. L'écriture de Kenneth remplissait les pages, nette et réfléchie. Il m'avait tout légué, chaque acre, chaque outil, chaque dette et chaque dollar. Le nom de Jasper n'était pas mentionné une seule fois. Je me souvenais du jour où Kenneth l'avait écrit. Il était rentré des champs, le dos douloureux, et m'avait demandé de m'asseoir à ses côtés pendant qu'il le rédigeait. Il ne voulait pas que Jasper se dispute la terre. Il n'avait pas confiance en ce que Jasper était devenu. Mais même là, il n'arrivait pas à se résoudre à écrire ces mots à voix haute. C'est moi qui les avais tapés. À ce moment-là, je ne me suis pas senti soulagé. Je me sentais vide. Ce n'était pas comme ça que j'imaginais protéger le ranch, ni par la paperasse, ni par les tribunaux et les menaces juridiques. J'avais toujours imaginé Jasper marchant à mes côtés, et non debout en face de moi avec un avocat à ses côtés. J'ai remis le testament dans la boîte et je l'ai verrouillé. Puis j'ai ouvert le tiroir en dessous et j'en ai sorti quelque chose que je n'avais pas touché depuis des années. Mon journal. À l'intérieur se trouvaient des dizaines d'entrées, des lettres à Kenneth, des notes sur la ferme et des anecdotes. Des anecdotes sur Jasper, certaines fières, d'autres douloureuses, certaines écrites le soir de son départ, d'autres après de longs silences, et une entrée en particulier. Le jour où il m'a frappé, j'avais noté chaque mot, chaque émotion, l'aspect de la pièce, la façon dont son regard fuyait le mien, le bruit de la porte qui claquait. J'avais tout documenté. Ce soir-là, j'ai fait une copie du testament. J'ai également fait une copie de cette page de journal, et j'ai scellé le tout dans une enveloppe portant le nom de Bruce. Si Jasper devait porter l'affaire en justice, alors je serais prête. Pas seulement en tant que mère, mais en tant que femme qui a bâti quelque chose qui valait la peine d'être protégée. Et cette fois, je n'allais pas espérer son retour. J'allais défendre la ligne qu'il avait choisi de franchir. 3 jours après les funérailles, la première lettre arriva. Elle était épaisse, avec mon nom imprimé en gras sur le devant. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvaient des copies des documents que Jasper m'avait remis sur le lieu de la sépulture, ainsi qu'une notification officielle de son intention d'intenter une action en justice. Il n'y avait pas de mots, pas d'excuses, juste des signatures et des délais. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai même pas bronché.
Au lieu de cela, j'ai préparé du café. Je me suis assis à la table de la cuisine où Kenneth avait l'habitude d'étaler les catalogues de semences et j'ai tout relu ligne par ligne. J'ai surligné des sections. J'ai marqué des questions dans les marges. Puis j'ai appelé Bruce et lui ai dit que ça avait commencé. Il est venu cet après-midi-là avec une serviette en toile et une concentration tranquille que je ne lui avais pas vue depuis des années. Nous avons étalé les papiers sur la table à manger, à côté du vase vide qui avait autrefois contenu des fleurs sauvages fraîches chaque semaine. Bruce était calme. Il a expliqué chaque clause. Il a élaboré des scénarios. L'avocat de Jasper était agressif mais négligent. Il y avait des suppositions, des erreurs, un langage trop vague pour être retenu. Mais nous devions agir avec prudence. Bruce a dit que le tribunal pourrait être chaotique, et que si cela était rendu public, cela ternirait l'héritage de Kenneth. Nous avons travaillé toute la nuit à examiner tout ce que Kenneth avait signé. Son testament, son dossier médical, et même le mémo vocal qu'il avait enregistré pour le bureau du comté après sa dernière hospitalisation, confirmant son intention de me transférer la pleine propriété. Bruce m'a dit que ce genre de choses pouvait faire la différence dans une affaire. Le lendemain matin, j'ai pris l'extrait de journal de la nuit où Jasper m'avait frappé et je l'ai numérisé dans un dossier. Ce n'était pas pour me venger. Ce n'était même pas pour l'utiliser au tribunal. Mais je voulais qu'il soit documenté. Je voulais que quelqu'un d'autre connaisse la version de mon fils que moi seul avais vue. La partie douloureuse, non seulement avec les mains, mais aussi avec l'absence, avec les choix. Plus tard dans la semaine, je suis allé en ville pour la première fois depuis les funérailles. J'avais besoin de me changer les idées, de faire des provisions, de réapprovisionner le garde-manger. Mais en descendant Main Street, j'ai remarqué quelque chose de différent. Les gens me regardaient plus longuement. Certains hochaient la tête. D'autres évitaient tout contact visuel. À la quincaillerie, Margie Latimé m'a prise à part près des sacs de paillés. Elle m'a demandé si c'était vrai que Jasper était revenu pour la terre, qu'il me poursuivait en justice. Je lui ai dit que je ne pouvais pas en parler. Son regard s'est adouci. Elle a posé sa main sur la mienne et s'est excusée. Puis elle a dit quelque chose qui m'a surprise. Elle a dit qu'elle s'était toujours demandé pourquoi Jasper avait cessé de venir. Qu'elle se souvenait de lui comme d'un gentil garçon, le genre de garçon qui l'avait aidé à réparer une crevaison sur le parking de l'école sans qu'on lui demande. J'ai hoché la tête, mais je n'ai rien dit. Je ne savais pas comment lui dire que ce garçon était parti, ou peut-être qu'il n'avait jamais vraiment été celui que je pensais. Qu'au fond de moi, je lui avais peut-être donné plus d'amour qu'il n'en savait jamais. De retour à la maison, les champs étaient dorés dans la faible lumière de l'après-midi. Debout à l'orée du verger, je contemplais tout ce que Kenneth et moi avions construit. Des rangées et des rangées de noyers, parfaitement espacés, stables et silencieux. J'ai alors compris que cette dispute n'était pas une question de terre. Pas vraiment. C'était une question de souvenir. À qui déciderait de la signification de cet endroit, à qui l'histoire de cette famille appartiendrait, à celui qui serait resté ou à celui qui serait parti et revenu uniquement pour ce qu'il pensait pouvoir encaisser. Et je savais autre chose aussi. Je n'allais pas laisser Jasper la réécrire. Ni au tribunal, ni dans les murmures en ville, ni en silence. C'est la lettre du clerc de succession qui a finalement fait bouger quelque chose en moi. Je le savais. Bruce m'avait prévenu que nous recevrions une notification officielle de procédure dans la semaine. Pourtant, lorsque j'ai tenu l'enveloppe dans ma main et que j'ai vu la date du procès tapée en majuscule, j'ai ressenti quelque chose de différent, plus définitif, comme si un compte à rebours avait commencé. Je l'ai posé près de la coupe de fruits, intacte, et j'ai regardé par la fenêtre de la cuisine. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur le porche. Je pouvais voir la lisière du verger sud où Kenneth avait autrefois attaché des rubans rouges autour des arbres qu'il voulait surveiller pour éviter le mildiou. Il flottait doucement dans la brise. Ce petit mouvement, silencieux et constant, me rappelait ce qui vivait encore ici. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Mon esprit revenait sans cesse à la même pensée. Ce ranch était bien plus que de la terre et des récoltes. C'était la mémoire de mon corps. Chaque cicatrice sur mes mains, chaque douleur dans ma colonne vertébrale. Il m'avait élevé autant que je l'avais élevé. Et je savais alors que je ne le défendais pas seulement contre Jasper. Je la récupérais. Le lendemain matin, j'ai appelé Sharon Dee. Elle travaillait pour moi pendant la saison des récoltes dans les années 80, avant de déménager à Sacramento et de créer sa petite entreprise pour aider les exploitations familiales à déposer des demandes de protection à but non lucratif. Je ne lui avais pas parlé depuis des années,
mais lorsque j'ai prononcé mon nom, elle s'est immédiatement souvenue de moi. Nous avons discuté pendant 2 heures. Je lui ai tout raconté sur Jasper, le testament de Kenneth, le procès et la douleur que je ressentais à l'idée de ne pas pouvoir faire confiance à mon enfant unique. Elle m'a écouté, puis elle a posé une question qui m'a figé net. Elle m'a demandé si j'avais déjà pensé à préserver la terre grâce à une fiducie successorale. Je n'y avais pas pensé, pas sérieusement. Mais lorsqu'elle m'a expliqué le fonctionnement, j'ai senti un nouveau changement. La fiducie soustrairait le ranch à l'héritage privé. Elle le protégerait légalement en tant que lieu d'enseignement agricole, de stages locaux et de préservation du patrimoine. Je continuerai à vivre ici, à le gérer à ma guise. Mais à ma mort, il ne serait transmis à personne. Ni Jasper, ni l'avocat de qui que ce soit. Cela appartiendrait à la terre elle-même. Je lui ai demandé de tout m'envoyer. Documents, délais, limitations légales. Je voulais connaître les risques, les avantages, les failles. J'ai lu jusqu'à en avoir mal aux yeux. Puis j'ai continué. Ce week-end-là, j'ai revu Bruce. Nous étions assis dans le bureau de la grange, avec des piles de documents juridiques étalés sur la vieille table à dessin que Kenneth utilisait pour cartographier l'irrigation. Bruce était sceptique au début, mais plus il lisait, plus il hochait la tête. Il disait que c'était audacieux. Il disait que ça ferait du bruit, mais il n'a pas dit non. Et j'avais déjà pris ma décision. Si Jasper voulait se battre, il en aurait une, mais pas à ces conditions. Je ne crierai pas. Je n'accuserai pas. Je ne jouerai pas la mère amère au tribunal. Je retirerai simplement l'appât. S'il voulait la moitié de quelque chose, je veillerai à ce qu'il n'y ait pas la moitié à réclamer. Il ne s'agissait plus de savoir qui avait raison. Il s'agissait de savoir qui défendait encore quelque chose qui valait la peine d'être préservé. J'ai appelé Sharon le lendemain matin et lui ai donné ma réponse. J'étais prêt. Les démarches pour le fonds foncier ont pris 3 semaines. Pendant ce temps, je suis resté discret. Je n'ai rien dit aux voisins. Je n'ai pas appelé Jasper. Je n'ai même pas prévenu les femmes à la messe du dimanche qui demandaient habituellement comment j'allais. Mes réponses étaient brèves, polies et expérimentées. Mais intérieurement, j'avançais, lentement, consciencieusement. Sharon guidait le processus comme elle mènerait un cheval dans une écurie obscure. Un pas assuré, des instructions claires. Chaque formulaire avait un but. Chaque signature attendait. J'ai envoyé des documents, scanné de vieux plans de propriété, examiné les codes de zonage. Bruce Doublec a vérifié chaque clause. À la fin de la 3e semaine, le terrain a été officiellement transféré au Whitaker Agricultural Trust, du nom de ma belle-mère, Ruth, qui m'a appris à tailler les noyers lors de notre premier mariage avec Kenneth. À partir de ce moment, le ranch n'était plus une propriété personnelle. Il était indivisible et ne pouvait être vendu à profit. Il s'agissait d'une mission, éduquer, soutenir, honorer le travail de génération en génération. Je me tenais au bord du champ et après la confirmation des dernières signatures, et je regardais le brouillard descendre sur les collines. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti quelque chose se calmer dans ma poitrine. Pas vraiment du soulagement, mais de la clarté. La date du procès arriva un jeudi. Le bâtiment sentait le nettoyant pour pain et le vieux café. Je portais une robe bleu marine et la broche de ma défunte mère, celle en forme de feuilles d'érable dorées. Bruce transportait nos dossiers dans une fine chemise en cuir. Sharon nous accompagna, vêtue d'un manteau beige et de chaussures plates qui grinçaient sur le parquet en linoléum. Jasper était déjà là. Son avocat était assis à côté de lui, jeune et impatient. Jasper portait un costume sombre, plus propre que celui des funérailles. Son visage était impassible, ni colérique, ni suffisant, juste impassible, comme s'il s'agissait d'une réunion d'affaires et que j'étais simplement la partie adverse. Nous ne parlâmes pas. Pas un hochement de tête, pas un regard. Lorsque l'audience commença, le juge demanda les plaidoiries. L'avocat de Jasper commença le premier. Il exposa les revendications d'héritage partagé, souligna le droit de naissance, souligna les difficultés émotionnelles et l'éloignement. Il dépeignit Jasper comme un fils incompris en quête de justice. Puis Bruce prit la parole. Sa voix ne s'éleva pas. Il ne protesta pas. Il tendit simplement au juge le certificat de fiducie foncière, le testament notarié et le mémo que Kenneth avait enregistré. Il expliqua que la propriété en question n'était plus sujette à revendications privées, que mon mari avait agi en toute légalité, que le terrain servait désormais une utilité supérieure à la propriété individuelle. Le juge hocha la tête, prit des notes
demanda que des documents soient versés au dossier. Pas de haussement de voix, pas de drame. Puis ce fut terminé. Jasper me regarda pour la première fois depuis son entrée aux funérailles. Son visage se décala légèrement, la mâchoire serrée. Il y avait comme de la confusion dans ses yeux, comme s'il s'attendait à ce que je pleure, que je craque, que je cède. Mais je ne l'ai pas fait. Nous quittâmes le palais de justice en silence. Sharon me serra dans ses bras une fois dehors, puis se dirigea vers sa voiture. Bruce me raccompagna jusqu'à la mienne. Sa main toucha doucement mon épaule. Rien de plus. Pas de félicitations, pas de célébration. À la maison, je fis bouillir de l'eau pour le thé et regarder la lumière changer sur le verger. Les lignes des arbres étaient plus nettes, plus claires, d'une certaine manière. L'air sentait le buis. Cette nuit-là, j'ai dormi fenêtres ouvertes. Le vent soufflait dans la maison comme s'il se rappelait qu'il appartenait aussi à cet endroit. 2 semaines s'étaient écoulées après l'audience. L'air était devenu plus froid. Les matins étaient trempés de givre et les soirées s'allongeaient chaque jour. Le ranch retrouvait son rythme paisible. Plus aucun appel, plus aucun journal. Jasper ne tendit pas la main, et je ne m'attendais pas à ce qu'il le fasse, mais le silence a toujours un effet. Un matin, juste après avoir fini d'empiler du bois de chauffage, je trouvai une enveloppe coincée entre la contreporte et le cadre. Pas de timbre, pas de nom. À l'intérieur se trouvait une lettre, de la main de Jasper, incontestablement la sienne. Des traits obliques et rapides, comme s'il l'avait écrite à la hâte. Je m'assis sur la balancelle et lus chaque ligne sans m'arrêter. Ce n'étaient pas des excuses. Pas vraiment. Il m'a dit qu'il était choqué par ce que j'avais fait, que je lui avais pris quelque chose qui était censé lui appartenir par le sang, que Kenneth aurait voulu qu'il en ait une part. Puis vint le moment le plus dur. Il m'a dit qu'il avait déjà contracté un emprunt en espérant gagner le procès, et maintenant il était coincé. Il m'a dit que je ne lui avais laissé aucun recours, que j'avais coupé les ponts entre nous pour de bon. J'ai plié la lettre et l'ai mise dans la poche de mon manteau. Je n'ai pas pleuré. Pas cette fois. Plus tard dans la soirée, je suis monté au grenier. Je n'y avais rien touché depuis la mort de Kenneth. L'espace sentait le cèdre et la poussière. J'ai fouillé dans de vieilles boîtes jusqu'à trouver une petite boîte métallique où nous gardions les dessins d'enfance de Jasper. Bonhommes allumettes, animaux de la ferme, tracteurs tordus. Je passais mes doigts sur chacun d'eux, me souvenant du garçon qui veillait tard un jour pour aider Kenneth à laver les bennes de récolte, qui poursuivait les chats de grange à travers les champs comme s'il appartenait à cette terre. Ce garçon était parti, et je ne pouvais plus le rattraper. Le lendemain, j'ai posté une lettre, une page seulement. J'ai dit à Jasper que j'avais bien reçu son message. Je lui ai dit que je comprenais sa colère, même si je n'y étais pas d'accord. Je lui ai expliqué que j'avais protégé la terre parce que c'était la seule chose qui restait à ne pas être corrompue par l'amertume. Je n'ai rien demandé en retour. Je n'ai rien offert non plus. La semaine suivante, j'ai revu Sharon. Nous étions assis à la table de pique-nique derrière le hangar à matériel, regardant 2 de ces bénévoles du programme à préparer des échantillons de sol pour le projet d'enseignement hivernal. Sharon souriait en expliquant leur progrès. La fondation fonctionnait lentement, discrètement, mais avec succès. Des étudiants du collège communautaire avaient commencé à venir les week-ends. Des producteurs locaux s'inscrivaient aux ateliers de janvier. Elle m'a demandé si je voulais donner une conférence lors du prochain séminaire sur la culture du noyer, les cycles du sol, sur tout ce que je souhaitais. J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. Les jours suivants ont été consacrés aux préparatifs. J'ai ressorti les vieilles notes de Kenneth, réécrit certaines des miennes, pratiqué devant le miroir 1 ou 2 fois, même si ma voix s'éteignait toujours lorsque je voyais mes propres yeux me regarder. Le jour du séminaire, je me tenais devant 14 personnes assises sur des bottes de foin dans la grange. Elles écoutaient. Elles prenaient des notes. Elles posaient des questions. Et quand j'ai parlé, quelque chose en moi est revenu. Ni la force, ni la fierté, juste la stabilité. Plus tard, une jeune femme, les ongles couverts de terre et le sourire nerveux, s'est approchée et m'a demandé si elle pouvait aider à la taille la saison prochaine. Je lui ai dit qu'elle pouvait commencer plus tôt si elle le souhaitait. Il y avait beaucoup à apprendre avant l'hiver. En la regardant rejoindre le groupe, je pensais à l'avenir. Pas de manière grandiose, pas avec un espoir lié au choix d'autrui, juste avec la certitude tranquille que quelque chose de bon avait repris racine ici et que j'avais l'intention de le faire grandir. C'était fin novembre quand la dernière relève arriva. Pas de façon spectaculaire, pas de façon bruyante, juste un coup à la porte à la tombée de la nuit, quand la lumière vira à l'ambre sur les champs et que le froid s'insinua dans le plancher.
Je m'essuyai les mains avec une serviette, pensant que c'était peut-être l'un des élèves qui rendait quelque chose qu'il avait emprunté. Mais quand j'ouvris la porte, c'était Jasper. Il se tenait là, les mains dans les poches de sa veste, les épaules voûtées comme un garçon sur le point d'être grondé. Son regard croisa le mien une seconde avant de se détourner vers la balustrade du porche. Je ne dis rien. Je m'écartai et le laissai entrer. La maison était chaude, sortie du four. J'avais préparé du pain de maïs pour l'atelier du week-end. L'odeur nous enveloppa lorsqu'il entra dans la cuisine. Il ne fit aucun commentaire. Je me suis assis à la table, la même chaise que Kenneth utilisait toujours. J'attendais près du lavabo. Jasper a sorti un papier plié de la poche de son manteau et l'a posé sur la table. Puis il a levé les yeux et a annoncé qu'il renonçait à faire appel. Il a ajouté que son avocat lui avait conseillé que c'était inutile, que le terrain était désormais intouchable, protégé, scellé. J'ai hoché la tête, les mains immobiles sur le bord du lavabo. Il a continué à dire que les choses n'avaient pas fonctionné pour lui, que le prêt qu'il avait contracté l'avait rattrapé, qu'il avait dû vendre sa maison à Phoenix et qu'il couchait chez un ami. Il n'avait pas l'air amer, juste fatigué. Je lui ai demandé pourquoi il était venu. Il a levé les yeux, a dit qu'il n'en était pas sûr. Peut-être par curiosité, peut-être par culpabilité. Il a marqué une pause, puis a admis qu'il ne s'attendait pas à cette confiance. Il pensait que je m'effondrerais après la mort de Kenneth, que je serais trop accablé pour me défendre. Mais ce n'était pas le cas. Ce moment a duré longtemps. Il jeta un coup d'œil à la cuisine, à la tasse ébréchée sur le rebord de la fenêtre, au rideau délavé, à la pile de dossiers de cours près de la porte de derrière. Il me demanda si j'avais vraiment transformé le ranch en association à but non lucratif. Je lui répondis oui. Il me demanda si cela signifiait qu'il n'en sentirait plus jamais l'odeur. Je répétai oui. Il resta silencieux un moment, puis hocha lentement la tête, sans colère, acceptant simplement ce qu'il ne s'était pas permis de croire auparavant. Puis, à ma surprise, il me demanda s'il pouvait m'aider pour quelque chose, n'importe quoi, ne serait-ce que balayer le sol de la grange. Je ne répondis pas tout de suite. Je repensai à toutes les versions de lui que j'avais portées au fil des ans. L'enfant dans la boue, l'adolescent qui claquait les portes, l'homme qui m'avait frappé, et maintenant cette version, vidée, revenue, mais pas vraiment chez elle. Finalement, je lui dis qu'il y avait une rangée d'outils à aiguiser et une pile de chaises d'atelier à poncer avant que l'hiver ne les mette en pièces. Il hocha de nouveau la tête, puis se leva et sortit sans un mot. Je l'observais depuis la fenêtre de la cuisine traverser la cour. Ses pas étaient lents, hésitants, mais c'étaient bien les siens. Ce soir-là, assis près de la cheminée, je retournais la lettre de Jasper dans ma main. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite, s'il resterait, si cette version de lui disparaîtrait comme les autres. Mais je savais aussi que je ne faisais plus ça pour lui. J'avais construit quelque chose de solide. Et maintenant, cela survivrait au bruit. Même s'il allait et venait encore, le terrain resterait. La confiance tiendrait, et pour la première fois depuis des années, je ne serais pas celui qui attendrait. Jasper commença à apparaître le matin, pas tous les jours, sans grandes excuses, juste discrètement, comme quelqu'un qui vérifie si la porte resterait ouverte. La première fois, il est venu avec un sac de gants et a demandé si le tas de compost avait besoin d'être retourné. La deuxième fois, il a nettoyé les gouttières de l'abri de jardin sans qu'on le lui demande. Je lui ai confié de petites tâches, des travaux qui ne nécessitaient pas de parler. Il ne faisait jamais de dégâts, ne touchait jamais à la maison. Il restait près des bâtiments extérieurs, des arbres, des lisières, et je le laissais faire. Les bénévoles l'avaient remarqué. J'ai vu leurs regards se croiser lorsque Jasper entrait dans la grange pendant leur débriefing de l'après-midi. Ils gardaient leur distance, incertains de la façon de le traiter. Je ne leur ai pas expliqué. Je ne leur ai pas raconté d'histoire. J'ai juste maintenu le rythme, comme toujours. À la mi-décembre, Jasper avait commencé à s'intéresser davantage au programme de la Fondation. Un après-midi, je l'ai surpris en train de lire un classeur que Sharon avait laissé sur la table du porche, celui qui présentait le programme de printemps. Il n'a rien dit en me voyant, s'est contenté de refermer doucement le classeur et m'a demandé si nous avions toujours ce vieux testeur de pH du sol des années 80. Nous l'avions. Ce soir-là, après le départ des bénévoles, Jasper est resté et s'est enquis de la dernière récolte de Kenneth. C'était la première fois qu'il prononçait le nom de son père depuis les funérailles. Il m'a demandé à quel point la situation avait empiré, s'il avait souffert. Je lui ai dit la vérité, que cela avait été lent, que certains jours étaient pires que d'autres,
que Kenneth avait voulu mourir ici, sur ces terres, et non dans un lit d'hôpital entouré de machines. Je lui ai dit que son vœu avait été exaucé. Jasper a fixé le sol un long moment avant d'acquiescer. Puis il s'est levé et est parti. Le lendemain matin, un colis est arrivé. Il m'était adressé, mais l'adresse de retour était celle d'une librairie du Nouveau-Mexique. À l'intérieur se trouvait un exemplaire d'un mémoire agricole rare dont Kenneth avait l'habitude de parler, un mémoire qu'il n'avait jamais réussi à retrouver. Sous la couverture se trouvait un mot, quelques lignes seulement. Il disait qu'il s'en souvenait. Je gardais le livre sur le rebord de la fenêtre près de la cuisine. Je ne le remerciais pas. Je n'en parlais pas. Mais je remarquai qu'il s'attardait un peu plus chaque jour, que ses épaules ne se courbaient plus autant. Une semaine plus tard, je le vis marcher avec l'une des jeunes volontaires dans le champ nord. Il pointait du doigt les conduites d'irrigation, expliquant quelque chose. Sa voix était basse, mais assurée. Lorsqu'ils passèrent devant la remise à outils, je l'entendis rire. Ce soir-là, je m'assis avec mon thé et écoutai le vent souffler à travers les moustiquaires du porche. Il n'y eut ni résolution, ni grand moment de pardon. Mais quelque chose de plus calme avait pris racine. J'avais protégé la terre, préservé la mission. Je n'avais pas ouvert les bras, mais j'avais laissé la porte entr'ouverte. Et Jasper, pour la première fois depuis des années, marchait vers quelque chose au lieu de s'en éloigner. J'ignorais la suite, mais la terre se reposait. Les arbres étaient vigoureux. Les mains qui les soignaient étaient à la fois nouvelles et anciennes. C'était suffisant pour l'instant. Dès la première semaine de janvier, le gel s'était profondément ancré dans le sol. Le ranch avait repris son rythme hivernal. La plupart des journées étaient calmes, marquées seulement par le bruit des bottes sur le gravier et le léger bruit sourd des silos à fourrage qui se fermaient. Je passais les matinées dans la cuisine avec du café noir et des papiers, et les après-midi à vérifier les clôtures avec Bruce, ou à revoir le programme des ateliers de la saison suivante avec Sharon. Jasper était toujours là, pas tous les jours, mais suffisamment souvent pour que son absence commence à paraître inhabituelle. Un après-midi, je me suis rendu à la lisière nord où les jeunes arbres étaient taillés. Jasper était là avec Nora, une lycéenne bénévole qui s'était mise à la taille avec une habileté surprenante. Il lui montrait le bon angle pour des coupes nettes, comment détecter les maladies à l'extrémité des branches. Il parlait doucement, mais le rythme était clair. Instruction, réponse, correction, patience. Je me suis reculé un instant avant de m'avancer vers eux. En me voyant, Jasper s'est arrêté, a hoché la tête, puis s'est reculé et a laissé Nora continuer seule. Je n'ai rien dit, j'ai juste regardé le rosier taillé et constaté la précision du travail. Plus tard dans la journée, j'ai trouvé un dossier laissé sur la table du porche. Il venait de Sharon. À l'intérieur se trouvait une demande officielle de soumission du ranch comme étude de cas pour un programme de revitalisation rurale. Le conseil d'administration souhaitait l'inclure dans son rapport de printemps. Ils avaient vu les données. Ils avaient vu ce que nous avions construit et voulaient que d'autres en tirent des leçons. Il y avait une photo jointe. Un des bénévoles l'avait prise à mon insu. Elle montrait la grange pendant l'atelier sur les récoltes d'automne. Des tables garnies d'échantillons de sol. Des gens qui écoutaient. Jasper était dans un coin du cadre, portant une caisse d'outils, le visage à moitié détourné de l'objectif. J'ai continué à fixer la photo longtemps après le coucher du soleil. Ce soir-là, je me suis assis et j'ai écrit un court texte sur le ranch, sur la fiducie, sur ce qui se passe quand on réutilise quelque chose de cassé au lieu de le jeter. Je l'ai envoyé à Sharon et, quelques jours plus tard, elle m'a transmis le brouillon révisé du conseil d'administration. Il l'avait accepté. Il serait publié au printemps. La semaine suivante, j'en ai donné un exemplaire à Jasper. Il l'a lu sans un mot. Ses doigts sont restés sur la page même après avoir fermé les yeux. Puis il l'a reposé avec précaution, presque délibérément. Il n'a fait aucun commentaire. Mais il est resté dîner ce soir-là. Pour la première fois depuis des années. Nous n'avons pas parlé du passé. Nous n'avons pas parlé de l'avenir non plus. Nous avons juste mangé. Le chauffage tic-tac en arrière-plan. La même station de radio que Kenneth écoutait autrefois s'échappait doucement de la cuisine. Jasper se resservait. Je remplissais son verre. Les chiens somnolaient près de la porte de derrière. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas une conclusion. Mais c'était quelque chose. Quelque chose de stable, d'honnête. Je me couchais ce soir-là sans la douleur que j'avais l'habitude de ressentir. Elle s'était adoucie, pas disparue, mais plus calme, et quand je regardais par la fenêtre avant de dormir, les étoiles me semblaient plus proches que jamais. Au début du printemps,
La terre commençait à s'étendre à nouveau. Les arbres arboraient des bourgeons vert pâle. Le sol, encore humide de l'hiver, exhalait ce parfum familier de terre dégelée. La vie recommençait à bourdonner sous la surface. Et moi aussi. La saison des ateliers reprenait. Plus de bénévoles, plus de cours. Sharon avait fait venir une équipe de tournage un week-end pour documenter les progrès du programme éducatif. Ils interviewaient les élèves, filmaient des analyses de sol, promenaient le rosier dans le verger d'une main ferme et d'un émerveillement silencieux. Je restais la plupart du temps hors champ. Ce n'était pas le but de tout cela. Jasper ne disparaissait pas. Il n'est pas revenu non plus. Il est resté proche, à sa manière, réparant ce qui était cassé, remplaçant ce qui était usé. Je ne lui ai jamais demandé ce qu'il attendait. Je n'avais pas besoin de le savoir. Certains soirs, il s'asseyait avec les autres près de la grange, échangeant des histoires pendant le dîner. Sa voix n'était plus aussi réservée. Il a ri une fois, pas fort, mais suffisamment. Le 1er mai, j'ai planté de nouvelles graines dans la parcelle sud. Le soleil était vif, la brise constante. J'ai travaillé de mes mains, comme Kenneth me l'avait appris, comme je l'avais fait seul pendant des années. Mais cette fois, je n'étais pas seul. J'ai pris du recul et j'ai contemplé la terre, les clôtures, les routes. Ce n'était plus quelque chose que je maintenais en vie. C'était comme si quelque chose me maintenait en vie. Je n'avais pas tout pardonné. Certaines blessures ne se referment pas comme on le voudrait, mais elles cessent de saigner. Ce n'était pas une fin facile, mais c'était la bonne. Celle qui se construit sur des choix quotidiens et discrets. Celle qui grandit même sans que personne ne regarde. Et cette leçon m'a amplement suffi. Si cette histoire vous a rappelé quelqu'un que vous avez aimé, perdu ou que vous avez dû laisser partir pour vous protéger, sachez que vous n'êtes pas seul. Ces moments de calme et de lucidité, où l'on retrouve la paix, comptent plus que nous ne le pensons. Si vous avez trouvé la force dans le silence ou reconstruit quelque chose de vos propres mains, partagez-le dans les commentaires. Parfois, la guérison commence quand on se reconnaît dans le regard de l'autre. N'oubliez pas de partager, de commenter, d'aimer et de suivre pour en savoir plus. Merci d'avoir regardé. Au revoir.